Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un de mes genres préférés, à savoir la science-fiction. Aujourd'hui, on va pas simplement parler de science-fiction, mais je vais vous conseiller des livres de science-fiction écrits par des femmes. Parce que quand je me suis mise à chercher avidement de la science-fiction, j'ai été confrontée toujours aux mêmes livres, les mêmes Philippe K. Dick, Isaac Asimov, en boucle. Au bout d'un moment, on a compris. Et oui, ce sont des classiques, mais un classique ne veut pas forcément dire un bon livre, ou en tout cas un livre qui va nous faire aimer le genre. C'est simplement un livre qui a eu du succès à une période donnée pour une multitude de facteurs. Et certains de ces facteurs, ça va être culturellement ce que les gens voulaient lire, éditorialement parlant aussi ce qu'on voulait publier, ce qu'on voulait dire du monde, lire du monde, ce qu'on voulait comprendre du monde, et la vision qu'on avait aussi de ce monde-là. Et c'est bien connu aussi, je pense que je vous apprends rien à ce moment-là, mais les femmes, depuis qu'elles se sont mises à écrire, elles ont été effacées de l'histoire. Leurs livres plus édités, leurs livres brûlés, leurs livres laissés de côté, ou alors tout simplement leurs histoires discréditées ou volées par des compagnons, des compères masculins. Forcément, on voit moins de femmes dans le paysage éditorial, dans le paysage littéraire, et surtout dans des sous-genres comme la science-fiction ou la fantasy, où elles doivent se faire une place à coups de coude et à coups de pseudonymes et à coups d'initiales. Et tout ce truc là d'invisibiliser les femmes, de pas les éditer, de les laisser de côté, ça fait croire aux gens que les femmes n'écrivent pas, ou alors qu'elles écrivent peu, ou alors qu'elles écrivent pas de science-fiction ou de fantasy, elles écrivent que des histoires d'amour, de la gnognotte. C'est la seule chose qu'on les autorise à écrire, c'est la seule chose qu'on les autorise à publier. Si la vidéo vous plaît, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Si vous avez aussi des autrices de science-fiction ou des auteurs de science-fiction à me conseiller que peut-être je n'ai pas cité dans cette liste, n'hésitez pas à le faire aussi. On commence avec l'un des derniers livres que j'ai lu, que j'ai en anglais, je sais pas pourquoi je l'ai pas pris. Je l'ai en anglais, mais en réalité c'est un livre francophone, c'est une autrice belge, Jacqueline Harpman. Il a été réédité il y a pas longtemps chez Stock, et ça c'est trop cool. Il s'agit de Moi qui n'ai pas connu les hommes. C'est un livre qui a été écrit dans les années 60, 70, 80, mais en tout cas vous voyez ça commence déjà un petit peu à dater, et pourtant les problématiques sont de 1 malheureusement encore très actuelles, et de 2, le style est absolument bluffant de modernité. C'est un livre qui peut aussi tout doucement glisser vers le genre horreur, mais alors je trouve assez doucement ma foi. Je vous en parle beaucoup plus dans cette vidéo que je vous mets juste ici, où je venais de lire le livre, et alors là j'en parle, mais alors en long, en large et en travers. C'est une jeune fille qui nous raconte son histoire. Elle a grandi dans une cage avec 39 autres femmes, sauf qu'elle était enfant et les autres étaient adultes. Qui les a mis là? Pourquoi elles sont là? Qu'est-ce qu'elles font ici? Qu'est-ce qu'elles ont fait pour mériter d'être ici, si tant est qu'on puisse parler de mériter d'être enfermée? C'est un livre qui a beaucoup été vendu comme étant féministe, mais je trouve qu'au-delà du féminisme, c'est un livre qui est extrêmement humaniste et qui vient parler de ce qui fait de nous des êtres humains. Qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains au-delà du fait simplement d'une enveloppe charnelle et d'une biologie? Il y a aussi beaucoup de culture, de social, de tradition et de conventions. Il y a un langage commun, une histoire commune qui font de nous des êtres humains. Il y a quelque chose qu'on va partager avec autrui. Il y a aussi le fait d'être entouré. Et la jeune fille qui nous raconte l'histoire se pose beaucoup ces questions-là parce qu'elle ne se sent pas vraiment appartenir à ça. Elle ne se sent pas être humain. En tout cas, elle ne comprend pas ce qui fait ou ne fait pas d'elle un être humain parce qu'elle a pas du tout les mêmes normes. Elle a grandi dans cette cage, accompagnée par des femmes qui, elles, vivaient beaucoup la nostalgie d'un monde dont elles se souvenaient, ma foi, de moins en moins et dont elles avaient été coupées de force. C'est un livre qui m'a bouleversée et qui restera avec moi pendant des années. Je vous le recommande avidement. Il est très court, il se lit très vite. Franchement, si j'avais pu le dévorer en une nuit, je l'aurais fait, mais malheureusement j'avais besoin de dormir. Mais il se dévore d'une traite. C'est pas fait exprès, mais les premiers livres que je prends, ils ont 2 points communs. Les premiers, c'est qu'ils tendent tout doucement vers l'horreur, et le deuxième point commun, c'est que c'est des livres que j'ai lus en anglais alors que leur version originale n'était pas de l'anglais. Bravo Aurélia hein. Ici c'est Tender is the Flesh dont la langue originale est l'espagnol, donc je vous conseille fortement de le lire en français. Voilà, sauf si vous lisez l'espagnol, dans ce cas lisez-le en espagnol. De Agustina Basterrica, celui-ci pour le coup il est beaucoup plus dans le pendant horrifique, hein. Celui-ci il a des images qui peuvent être assez révulsantes, assez répugnantes. C'est un livre absolument incroyable. Une fois qu'on le lit, on ne voit plus notre manière de consommer de la même manière. En français il s'appelle Cadavre exquis et c'est une société futuriste, un petit peu dystopique, où il est impossible de manger des animaux puisque les animaux ont été touchés par une maladie un petit peu étrange et pour éviter qu'elle continue à se répandre, on a tué tous les animaux. Il n'en reste plus aucun, même vos petits animaux de compagnie, plus rien. C'est impossible, c'est illégal d'avoir
d'avoir des animaux, mais les hommes, les humains ont toujours besoin de manger de la viande, c'est important, les protéines, les muscles. Comme les humains ont quand même besoin de manger de la viande, tout ça, ils ont commencé à diviser un petit peu, on va dire, l'espèce humaine en deux, et on a les humains qui sont là et qui vivent leur life, et on a des humains qui sont créés génétiquement pour la consommation. Donc on a des fermes entières d'humains, on a des abattoirs d'humains, et les humains viennent remplacer les animaux dans tout, c'est-à-dire que pour ce qui est test sur les animaux en pharmacie, c'est pareil, maintenant on va utiliser des humains. Pour ce qui est de la nourriture, pour ce qui est tout, ça va être les humains qui remplacent les animaux. Et on suit un employé d'abattoir d'humains. Alors le défaut que je peux trouver au livre, c'est qu'il est très musé, c'est-à-dire que cet homme, qui baigne pourtant déjà dans cet univers, va petit à petit rencontrer chaque personne qui a un impact dans cette chaîne alimentaire et dans cette chaîne horrifique, on va dire, et ça va lui permettre de nous expliquer. Donc on va rencontrer telle personne qui travaille en pharmacie, telle personne qui travaille en boucherie, telle personne qui travaille dans l'abattoir, et petit à petit ça va nous permettre de nous faire un peu une idée de ce monde et de comment il fonctionne. Et à côté de ça, on va également rencontrer sa sœur qui est complètement brainwashée par ça. Ça c'est un peu le reproche que je peux faire au livre, c'est d'être trop musé et pas assez naturel et organique dans sa manière d'être construit. Mais par contre, l'ambiance qui ressort de ce livre, toute l'intelligence d'avoir retourné cette situation pour dénoncer quelque chose, c'est exactement pour ça que j'aime l'horreur. C'est de comprendre que avec l'horreur, on peut dénoncer des pratiques actuelles et en montrer le grotesque et en montrer l'absurdité. Après, je vous présente ce livre, je suis pas en train de vous faire de la propagande végane ou quoi. C'est sûr que ce livre, il est vraiment venu parler à la végane en moi, il est vraiment venu me faire plaisir, et je pense que si je l'avais lu en n'étant pas végane, ça aurait été le déclic pour moi. Et d'ailleurs, quand je vous en ai parlé, il y a beaucoup d'entre vous dans les commentaires qui m'ont dit que ce livre, ça avait été un déclic pour vous pour devenir végétarienne ou végane. Le plot twist, il m'a retourné le crâne. Si jamais Agustina Basterrica a écrit un deuxième livre qui est aussi de la science-fiction et qui est même dans le pendant Cli-Fi. Elle a aussi écrit un autre livre, son dernier en date, qui s'appelle Les Indignes, qui a été traduit aussi, que je vous conseille absolument, qui pour le coup est même mieux que celui-ci en termes de narration, d'écriture et de construction du récit, mais qui n'aborde pas du tout les mêmes thèmes. J'avais quand même très envie de parler de celui-ci. On va suivre une jeune fille qui nous écrit sous forme de journal et qui fait partie d'une sororité religieuse. Elle va essayer de dénouer tout ce qui se trame dans cette société religieuse. On est dans un monde futuriste, où, quand je dis futuriste, c'est dans un futur proche, où il y a eu tellement de catastrophes qu'il y a une famine exceptionnelle et elles sont vraiment barricadées dans ce monde-là. Elles ne savent pas ou plus ce qu'il y a en dehors de l'enceinte de leur bâtiment, de là où elles vivent. Et pourtant, la narratrice, elle a par moments des bribes de souvenirs de ce qu'était le monde avant qu'elle rejoigne cette communauté. C'est de la Cli-Fi comme je l'aime. Ça remet en question notre société actuelle en termes de crise politique et écologique, et ça vient aussi parler de la place des femmes, de sexisme et de patriarcat, et il y a aussi une petite histoire d'amour. Le livre suivant, c'est un livre que j'ai lu il y a des années, je ne m'en souviens plus du tout, mais je comptais absolument le mettre parce qu'il est, ma foi, beaucoup trop actuel. C'est Les Heures Rouges de Lenny Zuma. C'est un livre américain qui parle des États-Unis. Aujourd'hui, ça fait de la peine de dire que c'est de la science-fiction parce que ça n'en est plus, malheureusement. C'est très actuel et très contemporain. Ça vient parler, vous l'aurez peut-être deviné à la couverture et au titre, des droits des femmes en ce qui concerne la reproduction. Ça vient parler d'avortement, ça vient parler de PMA. On suit 4 femmes, alors je me souviens plus trop, donc ce que je vous dis c'est vraiment très résumé. Chacune de ces femmes a un parcours différent, mais elles sont liées d'une manière ou d'une autre, et elles ont chacune un rapport à ces interdictions-là qui concernent le corps de la femme. Que ça soit avortement, que ça soit enfanter. Je l'ai adoré quand je l'ai lu, mais j'aurais adoré le lire, je pense, pas cette année ou l'année dernière ou quoi, mais je l'ai lu il y a vraiment très longtemps. Et je pense que je l'ai lu à un moment où je l'ai moins bien appréhendé que ce que j'aurais pu l'appréhender aujourd'hui. Dans un registre complètement différent, sur une vibe très post-apocalyptique, Cli-Fi, on retrouve Le Sanctuaire de Lauryn Roux. Ce livre n'a pas du tout fait l'unanimité. Moi, je l'ai adoré et je vous le conseille, mais je tiens quand même à vous dire que je l'ai lu dans le cadre d'un prix littéraire et on était très peu à l'avoir autant aimé. C'est un livre qui est très mystérieux et c'est une vibe que j'aime beaucoup, les livres qui n'en disent pas trop, qui sont très dans le non-dit, et plus que dans le non-dit, c'est dans la subtilité et dans le on vous laisse deviner. Il y a une maladie qui a été transmise par les oiseaux et qui a décimé quasiment l'entièreté de la population. On suit une famille, la narratrice c'est la plus jeune de la famille qui est enfant ou adolescente je crois, quand elle nous raconte. Ça aussi c'est quelque chose que j'adore quand
les narrateurs, ce sont des personnes naïves, des personnes ingénues, candides, qui racontent. Ils ou elles ont des yeux pleins d'émerveillement, qui leur permettent de découvrir le monde d'une manière qui est pas empreinte de nostalgie, de tradition, de conventionnalisme, qui est pas empreinte aussi de mais on faisait ça avant, mais ça c'était le monde avant. Ils arrivent dans ce nouveau monde et ils l'appréhendent comme ça et ils ont pas le choix et du coup ils y trouvent du merveilleux, de la beauté et de la tendresse et de la poésie. Et c'est un livre que j'ai adoré pour toutes ces raisons-là. Cette famille, elle essaye de survivre un petit peu à l'écart des autres survivants. On est très loin du post-apocalyptique en mode je vais siphonner les trucs d'essence des voitures, je vais aller voir dans les maisons ce qui reste, puisque ça c'est le taf du papa et nous on suit la jeune fille. Et la jeune fille, elle reste avec la maman. Elle est pas du tout avec le père, donc tout ce côté très survivaliste, très on essaie de se débrouiller, on ne le retrouve pas du tout dans ce livre. Par contre, on retrouve quelque chose que j'adore dans le post-apo, c'est ce rapport au passé et ce rapport à la nostalgie. Et la mère, elle est beaucoup en train de leur apprendre ce qu'était la vie avant, d'essayer de leur transmettre un amour de ces choses-là, de choses que ces filles ne connaissent pas et ne connaîtront, ma foi, probablement jamais. Ce qui du coup est une transmission qui est inutile mais qui tient très à cœur à la mère et je trouve cette conversation et ce questionnement vraiment très intéressant. C'est un livre que j'ai beaucoup adoré et qui me fait penser au prochain livre, donc je vais tout de suite vous parler du livre suivant. Le livre suivant c'est Et après nous les oiseaux de Rachel Askund, quelque chose comme ça, qui je trouve est assez similaire au livre que je viens de vous citer. On suit cette héroïne qui n'a pas du tout connu le monde d'avant. On sait pas ce qui s'est passé mais il y a eu une catastrophe, une ou plusieurs catastrophes, que ce soit politique, économique ou climatique. On suppose que c'est toutes en même temps. Et on est dans un futur qui est assez loin pour que le monde ait subi des changements, que la nature ait repris ses droits à certains endroits, mais quand même assez proche d'avant pour que cette jeune fille, elle ait connu quelqu'un qui avait connu le monde d'avant et qui lui a quand même transmis, à l'image de la mère dans le récit précédent que je vous ai cité, un amour et des connaissances du passé et de ce monde d'avant. Sauf qu'à l'heure où on suit le récit, elle est toute seule, notre héroïne, elle décide de quitter sa maison qu'elle a toujours connue pour s'aventurer un petit peu. Comme elle a jamais connu le monde d'avant, elle n'est pas empreinte de cette nostalgie de dire « Oh non, ça a disparu, oh non, ça me manque ». Au contraire, elle est émerveillée par certaines choses qu'elle voit, par certaines prouesses de la nature, par certaines manières dont les animaux vont se comporter. Et il y a quand même une solitude qui est très inhérente à sa manière de vivre parce que l'humain, il est fondamentalement sociable comme être et grégaire, très empreinte de sociabilisation. Donc il y a toute cette solitude qu'elle ressent quand même et qu'elle essaie de combler avec la présence des animaux et notamment des oiseaux. Et ce que j'ai adoré, c'est cette poésie dans le fait de découvrir le monde et de découvrir le monde d'après. C'est un livre qui m'a donné beaucoup d'espoir parce que le post-apo, ça fait flipper de ouf. Mais je trouve qu'il y a certains livres post-apo qui donnent grave de l'espoir dans la manière de reconquérir l'après et de redécouvrir la vie après, de se poser certains questionnements et de prendre du recul. Et celui-ci, il m'a beaucoup fait cet effet-là. Ce qui fait beaucoup peur dans la fin du monde et dans la fin de notre civilisation telle qu'on la connaît, c'est qu'on sait pas ce qu'il y a après et qu'on est très attaché quand même à certaines de nos routines, même si pour certaines on sait qu'elles sont pas bonnes. Je pense que c'est important quand même de vivre avec son temps et d'essayer de comprendre son temps, ce dont on peut et ce dont on ne peut pas se passer. Et du coup ça fait très peur de se dire je vais perdre ça, je vais perdre ça. Par exemple, tout bête, j'aime beaucoup posséder des livres. Et parfois quand je lis de la science-fiction, je vois les gars, ils relisent 10 fois le même livre parce que c'est la seule chose qu'ils ont pu emporter. Ça m'angoisse profondément. Et je pense que du coup, c'est très réconfortant d'avoir un livre où elle est pas du tout attachée à toutes ces choses-là. Et elle redémarre de zéro dans cet univers-là. À savoir que c'est pas un livre auquel j'ai donné 5 étoiles quand même. Je voulais quand même en parler parce que je pense qu'il mérite d'être cité. J'ai trouvé que ça manquait un petit peu de quelque chose. C'était un peu plat par moments, un peu trop dans la contemplation, un peu trop dans le flou. Il me manque un truc sur la fin. Le livre suivant, c'est exactement l'exemple parfait dont je vous parlais au début. C'est une femme qui avait beaucoup de succès à son époque, qui a eu des galères d'édition sur galères d'édition, puis la maison d'édition a fermé, puis là c'était plus édité. C'est un miracle que je sois tombée dessus. Il s'agit de Christine Renard et la planète des poupées. Alors franchement, c'est pas le livre que vous trouvez à tous les rayons en librairie. Je suis tombée dessus par pur hasard dans une librairie à Bordeaux. Il y a peu de temps, les Moutons électriques ont sorti une nouvelle traduction d'un autre texte de l'autrice qui s'appelle Au clair de la terre. Cependant, je crois que les Moutons électriques ont fermé depuis, donc c'est très dommage. Je pense que cette autrice est maudite. Et celui-ci, c'est mon préféré. C'est vraiment
vraiment de la science-fiction comme je l'aime. On suit un groupe de scientifiques qui débarquent sur une planète que les humains ont colonisée depuis longtemps. Alors, pour le groupe de scientifiques, ça fait seulement quelques semaines, mais avec le voyage dans le temps et le temps qui s'écoule différemment dans l'espace, quand eux, ils arrivent, ça fait déjà 300 ans que les colons sont là, et donc ils ont eu le temps de s'établir, et ils ont eu le temps de créer des nouvelles normes, des nouvelles traditions, d'avoir plusieurs générations qui passent, etc. Ce groupe de scientifiques, il y a un géologue, il y a une psychologue, une sociologue, et nous, il me semble qu'on suit la sociologue. Ils sont là pour étudier comment la colonisation s'est passée, comment les gens vivent, est-ce qu'ils ont des coutumes, d'où viennent ces coutumes, comment elles se sont faites. Et ils ont effectivement une coutume qui est un peu étrange, c'est que devant les maisons, il y a des poupées à taille géante qui représentent les femmes à marier qui se trouvent dans la maison. Et la coutume, c'est que quand on épouse l'une de ces femmes, on prend avec elle aussi sa poupée. La sociologue, évidemment, ça la chiffonne cette tradition, et elle essaie de comprendre autant d'un point de vue sociologique que d'un point de vue purement personnel, puisque elle-même est une femme et elle se demande que sont ces poupées, qu'est-ce qu'elle vient faire ici. Tout ce regard en même temps étranger, puisque elle vient de la Terre et là elle est sur une autre colonie, et en même temps ce regard très sociologique d'essayer de comprendre de manière globale, c'était super intéressant. Je comprends qu'il ait été plus édité, puisqu'il vient foutre un coup de pied dans la fourmilière. Vraiment, je le recommande à 100%, et je trouve que le côté science-fiction, il est quand même assez soft. C'est vrai qu'on est sur une autre planète, il n'y a pas des robots par-ci, des trucs par-là, c'est pas compliqué à comprendre en fait, c'est simplement le truc d'être sur une autre planète pour mettre en avant une autre culture, pour pouvoir parler de quelque chose qui finalement a lieu sur Terre aussi, à savoir le sexisme. J'ai adoré la planète sur laquelle ils vont. Et j'ai trouvé que c'était très bien écrit. Christine Renard, je suis fan, je suis fan. Ce recueil de nouvelles de Carmen Maria Machado, que j'ai ici en anglais, Her Body and Other Parties, qui a été traduit Son corps et autres célébrations. C'est un recueil de nouvelles. Moi, je suis pas très nouvelle, mais j'ai quand même passé un très très bon moment dans ce recueil de nouvelles. Il y en a qui sont un peu longuettes et qui traînaillent un peu, mais qui au final sont quand même très chouettes. Et il y en a qui sont vraiment bouleversantes. Je le conseille quand même, si vous pouvez le feuilleter, en lire que 2 ou 3, vraiment n'hésitez pas. Un livre que vous avez vu passer partout, Orbital de Samantha Harvey. Il a gagné le prix du Booker Prize en 2024. Depuis, j'ai l'impression qu'on le voit passer partout sur les chaînes anglo-saxonnes. Je l'ai lu en anglais, mais il a été traduit en français aussi. C'est un livre très contemplatif, donc si vous avez besoin d'action, je vous le recommande pas forcément. Il est très très court. On suit 6 astronautes, 4 astronautes et 2 cosmonautes, qui sont dans l'espace pour une mission de repérage climatologue, j'ai complètement inventé l'expression, mais en gros ils vont observer les phénomènes météorologiques depuis l'espace, et le fait d'être dans l'espace leur permet d'avoir une vision de la Terre qui est assez nouvelle. Ils vont se retrouver à beaucoup parler de petits plaisirs simples et à prendre beaucoup de recul aussi sur des choses qui paraissent complètement normales une fois qu'on est sur Terre, mais complètement what the fuck une fois qu'on prend 5 minutes de recul. Je trouve que c'est un livre qui est merveilleux, qui est bien écrit. Il y a des gens qui l'ont trouvé un peu trop long et un peu trop description de Google Maps. Prenez ça en compte si jamais vous voulez le lire. Mais moi je l'ai trouvé vraiment plein d'émerveillement, plein de douceur, plein d'espoir aussi. Et c'est fou parce que d'habitude quand je lis de la science-fiction, ça me donne envie de vivre dans l'espace. Et là, ça m'a donné envie de vivre sur Terre, d'apprécier la Terre, d'apprécier chaque parcelle de nature que je pouvais voir et de renouer vraiment avec quelque chose de très simple dans l'appréciation du monde. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus drôle et d'un petit peu plus loufoque, je vous conseille Félicratie de H. Lenoir. Je l'ai fait dédicacer, je suis super contente. Ici, il y a des aliens qui ont envahi la Terre et qui ont asservi les humains comme nous on aurait des chiens ou des chats, ben eux ils ont des petits humains. Les aliens cependant sont allergiques à une seule chose, les chats, et donc ils ont exterminé tous les chats. Et on suit Yanis qui a 16 ans et qui est un humain de compagnie pour des aliens. Pour le coup, il est assez satisfait de sa vie, il y a des hauts et des bas, mais il la remet pas forcément en question, c'est la vie qu'il a toujours connue, donc pourquoi pas. Et un jour, il va rencontrer une jeune fille qui, elle, remet beaucoup ça en question et qui trouve que c'est pas normal de se faire asservir comme ça. Le livre est plein d'action, il est page-turner au possible, il est drôle, vraiment très 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 drôle. On enchaîne avec Octavia Butler que j'ai découvert l'année dernière et dont je suis absolument fan maintenant. Ici, c'est le premier tome de sa trilogie. Le gars, il m'a volé ma place. Gaffe, je suis vraiment désolée, je te jure, hein, mais c'était ma place. Mais il me mord. Mais laisse-moi ma place. Je suis désolée si le cadre a changé, la caméra avait plus de batterie.
et du coup j'ai dû la charger, donc la lumière est plus la même, le cadre est potentiellement plus la même. J'ai dû me battre pour retrouver ma place parce que Gav Gav avait pris mon siège et me mordait. Je crois que quand ça a coupé, j'étais en train de vous parler de Xenogenesis. Donc ici on est avec des extraterrestres qui ont recueilli les derniers survivants de la Terre puisque les humains se sont entretués dans différentes guerres et crises politiques, sociales et écologiques, je crois. Ils ont sélectionné les humains avec lesquels ils allaient décider de recréer une humanité hybride. Il y a beaucoup de questions de ce qui fait qu'on est humain, de ce à quoi on est prêt à s'attacher, de racisme aussi, quel est le prix de la survie. Mais si je voulais vous parler d'Octavia Butler aussi, c'était pour vous parler de Parabole du Summer, qui est un autre de ses livres qui pour le coup est très connu, celui-ci, et le tome 2 s'appelle Parabole des talents. C'est une duologie très post-apocalyptique qui vient parler de problèmes politiques, sociaux et écologiques et d'une crise énorme qui va cliver la société. On suit un personnage sur plusieurs années au début de cette crise, et dans le tome 2 il me semble qu'on suit un autre personnage plusieurs années après, et donc ça permet de poser beaucoup de questions sur notre société actuelle, sur comment elle fonctionne, sur ce qui ne fonctionne pas et sur comment potentiellement l'améliorer. On enchaîne avec Viendra le temps du feu de Wendy Delorme, qui est une bonne science-fiction post-apocalyptique française queer et très engagée politiquement. On est dans une société futuriste où c'est impératif de faire des enfants et d'être dans un couple hétéronormatif et de suivre absolument ces directives-là. Et on suit plusieurs personnages, certains qui sont dans ces situations-là et qui les remettent en question, et d'autres qui vivent en marge de la société. Comment ils vivent? Est-ce que cette marge-là est possible? Qu'est-ce qu'elle dit de la société en elle-même? Très chouette lecture, assez originale, et ma foi, je trouve que j'en ai pas beaucoup entendu parler. C'est Robin qui me l'a offert et c'était une très belle surprise. Comment parler de science-fiction écrite par des femmes sans parler de Becky Chambers? J'ai ici L'espace d'un an, qui est le premier tome de la tétralogie Les Voyageurs. C'est du space opéra, c'est du solar punk, donc ça se passe dans l'espace, il y a des vaisseaux, il y a des planètes terraformées, il y a des espèces aliens, il y a beaucoup d'optimisme, beaucoup de questions existentielles et philosophiques traitées avec beaucoup de bienveillance. Il y a un lot de personnages hyper attachants et très différents les uns des autres qui apportent beaucoup à l'histoire. Il y a une ambiance et un univers qui est créé qui est absolument doux, cosy, hyper agréable, et en même temps il y a pas mal d'action. On se retrouve pas dans un truc qui est juste cosy où on peut potentiellement s'ennuyer un peu. Il y a un mélange qui est parfait de quelque chose de doux, de cosy, des réflexions très intéressantes et intelligentes sur plein de sujets, de l'amour, l'amitié, l'avenir, le rapport aux autres, le rapport à soi, et il y a en même temps assez d'action pour nous tenir engagés sur tout le livre. J'ai hâte de continuer cette saga, ça a été une découverte coup de cœur, c'est ma dernière lecture en cours et je crois que je vous ai déjà saoulé avec dans au moins 2 vidéos. Ce livre-ci aussi, je vous ai pas mal embêté avec, mais il en vaut vraiment le détour. Cérémonie d'orage de Julia Arnfield, qui est sortie cette année. C'est de la sci-fi, c'est-à-dire que c'est de la science-fiction qui pose beaucoup de questions par rapport au réchauffement climatique. Ici, on est à Londres dans quelques années plus tard, dans un futur proche, et il pleut constamment, les eaux ont monté, ce qui a fait que certaines infrastructures sont assez délabrées, les conditions de vie sont différentes, il y a des écarts encore plus énormes entre les ultra riches et les pauvres, il y a de plus en plus de pauvreté. Et on suit 3 sœurs qui ont perdu contact, toutes les 3, mais qui vont se retrouver à la mort de leur père pour gérer l'héritage. Ça va leur permettre de comprendre leurs liens familiaux, donc c'est très familial comme livre, c'est-à-dire que je vous le conseille quand même si vous lisez pas beaucoup de science-fiction, parce que je trouve que l'aspect science-fiction, ma foi, il est très en fond. Il est très dans l'ambiance plus que dans l'histoire qui est racontée. Parce que l'histoire en soi, c'est l'histoire de ces 3 sœurs, de leur rapport entre elles et de leur rapport à leur père. Il y a évidemment un plot twist qui tourne quand même autour de cet univers, dans le futur, de cet univers assez impacté par le changement climatique. Mais en soi, je pense qu'on peut totalement apprécier ce livre si on n'apprécie pas habituellement les science-fiction. Pour le dernier livre de recommandation de science-fiction écrit par des femmes, j'ai un mini joker parce que c'est écrit par 2 auteurs et l'un de ces auteurs est un homme et l'autre est une femme. Donc je l'ai mis quand même, mais du coup c'est pas entièrement écrit par une femme. Il s'agit de Les Oiseaux du Temps, qui est l'un de mes livres préférés de tous les temps. C'est une histoire d'amour, c'est épistolaire, en fait on alterne un chapitre narratif classique et une lettre. C'est un livre qui est un petit peu difficile à comprendre, mais il faut rentrer dedans en se disant que c'est normal de pas comprendre. L'appréhension de l'histoire se fera beaucoup mieux. C'est 2 agences, 2 bureaux, donc on a l'agence et le jardin, qui se font une guerre temporelle qu'on comprend pas bien, on comprend pas les aboutissements de cette guerre, on comprend pas à quoi elle sert, comment elle a démarré, quel est le but. Bleu et rouge, les 2 femmes principales, elles travaillent chacune pour ces agences respectives, donc l'agence et le jardin. Elles doivent chacune faire des bonds dans des brins spatio-temporels pour
contrecarrer les plans de l'une et de l'autre. Sauf que à force de travailler sur des missions similaires et d'apprendre à se connaître pour apprendre à déjouer les plans l'une de l'autre, elles vont créer une relation qui est un peu différente et elles vont commencer à rentrer en contact l'une avec l'autre à travers des lettres qui n'ont pas toujours la forme de lettres, qui sont parfois beaucoup plus imaginatives et poétiques, magiques que de simples lettres sur papier. Je ne saurais assez le recommander, il m'a vraiment beaucoup plu, c'est de la science-fiction comme je l'aime, c'est une histoire de voyage dans le temps, c'est une histoire d'amour et c'est hyper enivrant même si on comprend pas tout de où on est dans l'espace, où on est dans le temps, c'est quoi le rapport entre le chapitre 1 et le chapitre 2, etc. On est quand même hyper pris dedans une fois qu'on arrive à passer au-dessus de certaines incompréhensions et certaines questions qui restent en suspens. C'est un livre que je recommande pas aux personnes qui ont besoin d'avoir toutes les réponses à leurs questions et de comprendre tout de l'univers dans lequel ils plongent dès le début de l'histoire ou même tout simplement à la fin de l'histoire d'avoir toutes les questions. Vous n'aurez pas toutes les réponses, vous aurez plein de questions, il y a plein de choses que vous comprendrez pas, mais ça donne envie de le relire encore et encore pour appréhender différents niveaux de lecture. C'est terminé pour cette vidéo, je suis désolée à la fin, j'ai un petit peu rushé le truc, mais parce que il commence à se faire tard et j'avais pas envie de traîner trop, il commence à y avoir pas mal de bruit autour de moi. Ça m'a fait trop plaisir de faire cette vidéo, n'hésitez pas à m'en conseiller d'autres bien évidemment. S'il y a d'autres genres pour lesquels vous voulez des recommandations aussi, n'hésitez pas à me le demander, je le ferai avec grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.